bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons parler de l'exemple du Danemark. Alors il faut toujours s'intéresser à ceux qui font mieux que nous et en matière de santé numérique, le Danemark est un exemple à suivre. Mais pourquoi et comment a-t-il acquis une telle avance sur nous? Donc Anne Smetana, vous êtes, comme c'est indiqué, attachée de santé à l'ambassade du Danemark. Vous allez nous expliquer ce que vous faites de mieux que nous, évidemment. Un petit peu d'historique pour commencer, on remonte le temps. Comment l'aventure numérique a-t-elle commencé dans votre pays? Oui, je veux parler de ça, mais merci de l'invitation. Et ça a été très intéressant de suivre le débat parce que même que nous sommes avancés en numérique, nous partageons évidemment aussi beaucoup des mêmes défis en Europe. Au Danemark, je représente un pays de 5 800 000. Nous avons un système public de santé, mais qui collabore beaucoup avec le privé, une grande innovation publique-privée. Nous avons un système qui est un système gratuit, universel, et nous sommes financés par les taxes. Depuis 2007, nous avons fait une très grande réforme au Danemark, où très brièvement, au lieu d'avoir 14 départements, on a aujourd'hui 5 régions. 5 régions qui s'occupent des hôpitaux, mais aussi des relations avec les médecins généralistes qui sont libérales. Les médecins généralistes jouent un rôle clé. Ils ont 9 sur 10 contacts de notre système de santé. On ne se pointe pas aux urgences, comme vous êtes aussi en train de le changer ici. Mais nous avons surtout fait aussi une réforme qui a donné la responsabilité de prévention et de rééducation aux municipalités. Et au lieu d'avoir, avant 2007, presque 300 municipalités, on a depuis 2007 que 98 municipalités qui sont environ, en moyenne, 50 000 habitants. On a transféré, moi-même, aussi beaucoup de professionnels de santé qui travaillaient dans les hôpitaux, qui travaillent maintenant avec la prévention et la rééducation. Cela veut dire qu'on a transformé notre système en un système qui n'est pas hospitalo-centré, mais un soin de proximité. Et ça a été une réforme structurelle. Et en même temps, on a fermé beaucoup d'hôpitaux depuis ma jeunesse, il y a longtemps. On avait 128 hôpitaux. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'hôpitaux. On a 21 hôpitaux avec des urgences. Et pour dire, là où on est, ça veut dire que si on fait une transformation structurelle et de nouvelles organisations, on a travaillé très, très longtemps avec le numérique. J'aimerais savoir juste comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été bien accepté, cette transformation? Parce qu'elle est majeure quand même. Elle est majeure, mais je pense aussi que je viens d'un pays où on a confiance et que ça a eu des régions où on achetait des œufs et des tomates envers les hommes politiques. C'est pas toujours populaire de fermer un hôpital, mais on a essayé de travailler vraiment aussi avec la communication et de créer. Aujourd'hui, on a des centres de santé partout dans les municipalités qui travaillent avec la prévention et la rééducation. On reste moins que 3 jours dans un hôpital au Danemark et on est transféré dans sa municipalité où on a des centres de rééducation. Ça veut dire qu'à la différence de notre pays, chaque patient a son médecin traitant. Ça, c'est indiscutable. Ça pose aucun problème. C'est indiscutable, mais il faut aussi que j'admette qu'après la pandémie, on commence à partager les mêmes défis qu'en France, de l'attractivité et de la fidélisation. On a 2 régions sur 5 où on commence à avoir des problèmes de manque de médecins généralistes. Pour cela, je veux aussi souligner qu'on a un système, quand on parle de prévention, qui a été mon domaine depuis beaucoup d'années. J'ai travaillé avec tous les acteurs de santé au Danemark, mais que la prévention n'est pas toujours orientée vers le fait que le médecin doit faire. Non, le médecin doit être utilisé pour être crédible, mais les médecins, à notre avis, ne sont pas les mieux formés en prévention. On utilise beaucoup d'autres professions, aussi des anthropologues qui arrivent à changer de mode de vie. Mais pour parler de dernière réforme qu'on a fait, oui, et après du numérique. En 2021, on a fait une réforme qui ressemble un peu à ce que M. Antoine Malone aussi parle. Ça veut dire qu'autour de 21 hôpitaux avec urgence, on a créé des pôles de santé.
où il y a des groupes avec tous les acteurs de santé, ça veut dire les médecins généralistes et les hôpitaux, mais aussi évidemment les municipalités et les patients. Et là, on discute autour de ces 21 hôpitaux avec urgence, les défis, comment est la situation populationnelle. Et pour maintenant changer, pour parler de ce qui plus vous intéresse, du numérique, hein, bien sûr. Le numérique. Je peux dire qu'au Danemark, nous sommes maintenant dans la 5e version de stratégie numérique. On a créé en 19 094 une organisation qui s'appelle Medcom, qui a des données médicales de tous les acteurs. Et on est vraiment un pays qui est très, très basé sur les stratégies, mais aussi des données de partage. Cela veut dire que les acteurs de santé, ceux qui nous ont aussi prouvé la pandémie, se connaissaient, travaillaient ensemble, mais ils se partagent aussi les données. Et ça, c'est vraiment très important. Et ce n'est pas seulement les acteurs, c'est aussi les patients. On a à l'échelon national beaucoup de plateformes. On a ce que vous êtes en train de faire en France, le Santé des cas. C'est une plateforme où les professionnels de santé, autant que moi-même, les patients, les citoyens, ont accès. Et là aussi, je peux regarder, si j'habite dans telle municipalité, quelles offres de prévention est-ce qu'il y a dans ma municipalité. Et ça a vraiment été très important pour nous de faire un système numérique intégré. Peut-être je peux juste mentionner que les résultats de la pandémie du Danemark, et c'est pas pour dire qu'on est meilleur en tout, mais la numérique a fait qu'on n'a pas dû investir dans les nouvelles plateformes. On a vraiment, avec les acteurs privés, au début de mars, quand on a fermé notre pays, dit est-ce qu'on peut se rencontrer? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ça voulait dire que tous les jours, à la ministère de la Santé, on savait combien de lits de soins intensifs, comment on pouvait partager la situation si quelque chose devenait difficile. Mais c'est aussi parce qu'on est un pays avec beaucoup de confiance. Oui, alors ce phénomène de confiance, effectivement, il est assez évident chez vous. Il y a jamais eu de problème chez nous, on parle régulièrement, et pas que dans notre pays, de piratage informatique, de mésusage des données. Vous n'avez jamais été confronté à cela? On a été confronté, comme vous, par les hôpitaux au Danemark, mais je peux vous dire que notre 5e stratégie numérique parle aussi de cybersécurité et comment, et en ce moment, on fait une campagne nationale pour réapprendre aux populations de jamais donner. On a 4 chiffres qui sont à nous, que personne vous téléphone pour demander vos chiffres pour avoir accès. Mais je peux aussi dire que vous êtes très numérique. Quand j'ai une banque ici en France, c'est évidemment exactement la même chose au Danemark. Et les Danois trouvent que si les banques savent tout sur nous, notre système de santé aussi, que c'est important de partager et de dire j'ai confiance à le système de santé. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'épisode de la Covid, puisque vous en avez parlé, mais très très rapidement. Oui. Donc, vous aviez en place tout le système numérique suffisant pour, dès le début, suivre tout ce qui se passait, l'évolution de la crise. Racontez-nous, donc ça a été relativement facile pour vous de suivre l'évolution de cette épidémie. Est-ce que ça a permis de prendre des décisions plus rapides et plus justifiées? On est sûr que ça nous a permis de prendre des décisions qui étaient basées sur les données, beaucoup plus rapides. Mais je peux aussi dire que oui, on a aussi fermé notre pays très tôt, le 11 mars. On a fait beaucoup de tests et on avait toujours les réponses des tests au niveau national. Et tout ce qu'on fait au Danemark, c'est vraiment au niveau national. Et si une région a travaillé avec la télésanté, comme on a commencé en 2013, on est maintenant en train de... Je perds mes papiers, oui. Je le laisse. On est maintenant en train de le faire à l'échelon national, la télésanté pour les maladies chroniques. Et ça a été fait aussi public-privé. Ça veut dire qu'il y a une région sur 5 qui fait une offre pour tout le pays.
et qu'on utilise vraiment. Mais pour revenir... Est-ce que la crise du Covid a généré, comme chez nous, un boom des téléconsultations? Oui, ça a accéléré un boom de téléconsultations. On était déjà là, mais c'est sûr que le nombre de vidéoconsultations est vraiment expansif et qu'on le continue et que les consultations entre l'hôpital, entre un spécialiste, un médecin généraliste, une personne à l'EHPAD a fonctionné aussi pendant la pandémie. Et qu'on voit que, si je donne un exemple d'un hôpital où on est en 2018 avait peut-être 15 sortes de consultations vidéo, de services, aujourd'hui il y en a plus que 35. Et les vidéoconsultations, c'est dans beaucoup de domaines. Le médecin généraliste, les derniers chiffres montrent que oui, on ne va pas revenir à avoir que des meetings physiques, qu'on est on écrit si c'est pas urgent, ou on a des horaires de vidéoconsultation. Et alors vos grands projets pour l'avenir, parce que le temps passe très vite, donc vos grands projets d'avenir, comment vous allez continuer, amplifier, développer ce mouvement numérique dans votre pays? On va continuer de développer la télésanté. On a cette modèle qui va être réalisé en 2023. Ça nous a pris 5 ans quand même de le faire. Et on le fait pour toutes les maladies chroniques où les médecins généralistes s'occupent. Et on le fait aussi en télépsychiatrie. Et ça veut dire que avant 2007, c'était toujours aussi légal au Danemark de dire « Ah, mais chez nous, c'est très spécial. On ne peut pas faire la même chose qu'au Nord. » Mais qu'aujourd'hui, je pense qu'on a aussi vu qu'au niveau du numérique, on se ressemble, on travaille avec les mêmes défis. Mais pour une chose où on va s'améliorer, c'est la co-création avec les patients. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que c'est pas unique. C'est comme c'est dit aujourd'hui, il s'agit aussi de former les professionnels de santé. Ils sont bien formés en numérique, mais aussi de comprendre qu'il faut créer des relations, que c'est une culture, que c'est pas uniquement... c'est aussi de dire que tous ceux qui peuvent s'occuper de leur propre santé, tous ceux qui peuvent avoir accès aux plateformes, comme moi et tous vous qui êtes là, il faut vraiment aussi envisager, malheureusement, dans un pays scandinave, l'inégalité sociale. Il faut aussi travailler beaucoup plus avec le fait de développer ensemble et d'utiliser les patients quand on développe les nouvelles initiatives. Et ça, je trouve que on s'améliore, mais qu'il y a encore besoin de... Il y a encore des gens qui sont exclus de l'informatique, d'Internet dans votre pays. Ce qui est très intéressant à mentionner, c'est que ce n'est pas une question d'âge dans notre pays. Moi, j'ai 61 ans, j'ai été numérique depuis que j'ai fait Sciences Po, mais évidemment, je ne suis pas numérique comme mes 5 enfants. Mais ce qu'il y a, je trouve, c'est qu'il y a moins que 6% des Danois qui demandent à avoir toujours des lettres dans notre boîte aux lettres. Moins de 6%, oui, ça commence à réduire. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'il y a certains groupes de jeunes défavorisés qui ne sont pas numériques. Et comment est-ce qu'on allait les éteindre? Les personnes âgées, on a utilisé, comme vous avez parlé aujourd'hui, beaucoup les associations privées, non à but non lucratif, de former et d'aider. Et chaque fois qu'on change un système de sécurité, c'est ouvert dans chaque municipalité, du matin au soir. On peut venir avec sa tablette, on peut avoir de l'aide, mais c'est toujours aussi beaucoup avec les associations civiles. De dire que c'est un pays où on se cède et que c'est pas uniquement pendant les heures d'ouverture de la municipalité. Et la couverture nationale, en France, on dit qu'il y a des zones qui sont des déserts numériques. Vous connaissez ça aussi ou pas dans votre pays? Non, nous n'avons pas de déserts numériques. On a eu au début des régions où il y avait moins accès aux fibres. Et là, on a travaillé sur cela. Mais on a des desserts, mais on ne dit pas desserts, mais numériques,
on n'a pas, mais on a des endroits où il commence à avoir un manque de médecins généralistes. Et ça, c'est grave et on travaille sur ça. Bah, écoutez, c'est formidable. On a exactement respecté le temps imparti. Merci beaucoup. Bravo pour ce français magnifique et merci pour ces explications.